Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Dr Ousmane Ouzibé, universitaire, docteur en droit et sciences politiques, Abakar Assilek Alata, coordinateur du PDD France, patriote de la diaspora tchadienne, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite dans l'actualité économique, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal veut doubler la capacité énergétique de ses pays membres. Pour cela, il aura besoin de 4 milliards de dollars au cours des 7 prochaines années. La mise en service des barrages de Gouina au Mali et de Koukountamba en Guinée pourrait permettre l'atteinte de ces objectifs. Oumounkele Soumba. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ambitionne de doubler sa production énergétique. Objectif, résorber le déficit budgétaire et fournir de l'électricité de qualité à moindre coût. En ce sens, l'organisation sollicite un budget de 4 milliards de dollars. Ces fonds serviront à mettre en service le barrage de Gouina au Mali et celui de Koukountamba en Guinée. Selon le haut-commissaire de l'institution, les 4 pays membres ont une demande énergétique estimée à 4 849 MW d'ici 2030. C'est un projet qui est extrêmement important, surtout pour l'OMVS, comme on a dit, l'intégration par le fleuve, parce que vous savez que concernant la construction du barrage de Koukountamba, qui est dans la partie, on va dire, sud du bassin, qui se trouve du côté guinéen, à la préfecture de Tougué, en enjambant Dinguiraï. Alors, ce barrage tient à cœur à la Guinée parce qu'il fait partie des questions fondamentales qui ont été discutées lors du sommet de l'OMVS de 2015 à Conakry. Il était question justement de boucler ce financement. En termes d'études, je crois que la société Coimbélier l'avait évalué en termes d'investissement pour à peu près 750 millions de dollars américains. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal mène d'autres actions visant à augmenter la production énergétique des pays membres. Hormis le barrage de Gouina, qui aura une production de 140 MW, les études sont entamées pour la réalisation du barrage de Balassa et des microcentrales dans le Haut-Bassin en Guinée. Les discussions sont notamment engagées avec l'Agence française de développement pour le financement du barrage de Gourbassa, un ouvrage de régulation dont la réalisation aura un impact important sur la navigation, l'irrigation et la maîtrise des eaux du fleuve Sénégal. La Mauritanie avait un projet de gaz qui était extrêmement important et qu'il tenait certainement à valoriser. Alors, je pense que la solidarité aidant, il devrait faire en sorte que, côté guinéen, qu'on puisse mettre en place ce barrage et surtout faire en sorte que la navigabilité du côté guinéen du fleuve par rapport au biais du transport maritime puisse être aussi effectif. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, composée du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée et du Sénégal, compte lancer un programme de santé destiné aux populations qui seront affectées par ces projets. L'organisation envisage le renforcement des capacités des pêcheurs ainsi que la protection de l'écosystème. Jean-Marie, on parle souvent des projets de barrages pour l'Afrique et en fait très peu sont finalement réalisés. Est-ce qu'on peut penser que ceux du Mali là, et de la Guinée seront menés à leur terme ? Vous savez, je révèle rien, si vous voulez, aux téléspectateurs. Et si la Fanny, ça, c'est un vieux projet, ça. C'est un projet qui date des années 40. Donc, généralement, chez nous, en Afrique, on a toujours, comment dirais-je, toutes les capacités, toutes les potentialités qui sont là présentes. Mais leur exploitation effective, leur opérationnalité n'est jamais mise en œuvre en tant que telle. Ce qui cause des dégâts, qui cause un retard par rapport au développement des États africains. C'est un très très vieux projet ça. Vous allez aujourd'hui, si vous voulez, au PNUD, vous allez à l'UNESCO. Ce sont des projets qui ont été mis en place dans les années 40. Mais malheureusement, ces projets-là ont été abandonnés tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris, voilà un projet qui traverse 4 États, c'est-à-dire 4 pays africains. Et on nous a appris quoi? On nous a appris, c'est-à-dire par les institutions financières internationales, que chacun fasse, c'est-à-dire sa petite sauce dans son coin. Alors que qu'est-ce qu'il faut aux États africains? Il faut cette mutualisation-là qui permet en sorte, non seulement par la voie fluviale, vous accélérez les échanges et vous créez de nouveaux centres économiques tout autour, si vous voulez, de ce fleuve-là. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, les projets qui sont des projets porteurs sont tout le temps abandonnés dès l'instant qu'on les met en place. À partir d'un certain moment, vous n'avez plus de suivi là-dessus. Et ce suivi-là cause des dégâts énormes au développement de l'économie africaine en tant que telle. J'espère tout simplement que cette fois-ci,
ce projet-là ira jusqu'au bout, tout simplement pourquoi? Parce qu'il contribue à booster, à dynamiser les économies de 4 pays différents. Il est temps maintenant que les dirigeants s'assoient, se disent que ça, c'est un projet majeur concernant tous nos pays. Ce n'est plus un fleuve, vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas poser des barrières. D'où la nécessité de mutualiser les moyens pour pouvoir aboutir à une effectivité de ce projet-là en tant que tel. Docteur Ozibé, que vous inspirent ces projets de barrage? Justement, comme il l'a souligné tout à l'heure, l'économiste, je pense que la question de respecter les projets du temps colonial dans les États qui sont devenus indépendants après les années 60 paraît parfois un peu complexe. Le cas de l'OMVS qu'on vient de voir et que vous avez soulevé, je crois que cela ne relève pas seulement de ces États-là, de mutualiser leurs efforts. C'est vrai, la volonté peut y être, mais quelque part, si les bailleurs n'accompagnent pas, je crois que ça devient une difficulté dans la mesure où il faut un financement, alors que nos États ont des difficultés de convaincre même ceux qui financent ce type de barrages, parce que ça va engloutir énormément d'argent. Et derrière, il ne faut pas oublier aussi la volonté du colonisateur qui veut toujours contrôler son précaré. Donc, est-ce que si ces projets aboutissent, ça risque de ne pas donner une certaine indépendance sur le plan industrialisation, par exemple? Et donc, est-ce que les partenaires bailleurs qui financent sont d'accord pour que ce projet aboutisse? Donc, cela ne relève pas seulement de la volonté des États, mais c'est un problème de partenariat entre les États et les partenaires financiers. Merci. Oui, un dernier mot, rapidement, Jean-Marie. Tout simplement pourquoi ce n'est pas aux autres à l'extérieur de venir nous imposer les projets que nous avons à mettre en œuvre pour le développement de nos économies. Donc, non, je suis économiste, je sais comment ça se passe. Dès l'instant, on ne vous oblige pas, si vous voulez, à accepter telle ou telle chose. Dès qu'un projet que veut, comment dirais-je, un chef d'entreprise qui arrive, c'est qu'il ait son retour sur investissement le plus rapidement possible. On va passer au reste de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a inscrit l'agriculture comme priorité dans son plan d'émergence à l'horizon 2020. C'est dans ce cadre que s'inscrit le fonds pour consolider la culture de l'EVA. Les autorités appellent les acteurs du secteur à se mobiliser davantage pour augmenter la production nationale. Idelette Mirabel-Bissou. Le Fonds pour consolider la culture de l'EVA a été mis en place en Côte d'Ivoire en 2009. Cet instrument vise le renforcement financier et humain de ce secteur. Aujourd'hui, les acteurs sont invités à plus de dynamisme pour davantage développer la filière en dépit de la chute des cours sur le marché international depuis 2016. Le Fonds met l'accent sur la création de plantations d'EVA, le renforcement de la formation au métier de l'EVA et l'appui à l'entretien des pistes d'accès aux plantations. Le Fonds tient sa naissance du fait que l'État ivoirien, après avoir promu l'agriculture pendant plusieurs années, en immobilisant beaucoup de moyens, a cédé le relais aux filières depuis la fin des années 80. Quand la filière marche bien, le pays va bien. Il y a un an, la filière avait des difficultés en temps de cours. Aujourd'hui, la filière est en train de se restructurer, les prix sont en train de remonter. Nous prions Dieu pour que cela y va de soi. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain producteur et 7e mondial du latex. L'État veut atteindre les 600 000 tonnes d'ici à 2020. Pour ce faire, des réformes ont été instaurées pour permettre de subventionner le prix d'achat des plants au profit des bénéficiaires, de suivre et de conseiller les planteurs pour l'exécution des travaux et véhicoles et de contribuer à la création d'emplois avec la formation au métier de l'EVA. J'ai constaté que les gens qui ont planté l'EVA, vraiment leur vie a changé. Donc ça m'a motivé, ça m'a donné le courage aussi de planter aussi. C'est pourquoi je me suis donné à l'agriculture. N'ayant pas eu du succès, j'ai fait le retour à la terre. Et c'est ainsi que je fais la connaissance du projet qu'est le FDH. La Côte d'Ivoire a lancé la campagne agricole et commerciale 2016 de la filière EVA dans un contexte de conjoncture internationale marqué par une baisse continue des cours. Le prix du kilogramme de caoutchouc avait alors été fixé à 247 francs CFA le kilogramme contre 1000 francs CFA 4 ans plus tôt. Le chiffre d'affaires du secteur était passé de 538 milliards de francs CFA en 2011 à 292 milliards de francs CFA en 2014. Les autorités ivoiriennes restent résolument tournées vers le cap de l'émergence projeté à l'horizon 2020. Jean-Marie, la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc naturel et le 7e mondial. Il vient de mettre en place ce fonds pour consolider la culture de l'EVA. Qu'est-ce que vous pensez de cette structure? Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être transposé à d'autres filières?
Je reviendrai d'abord sur une critique générale que j'ai faite tout à l'heure. Voilà encore, nous nous retrouvons sur un produit de rente. Aujourd'hui, là, vous faites les marchés d'Abidjan. Et essayons de voir, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mis à la disposition du consommateur ivoirien en ville aujourd'hui. C'est quoi? C'est que là, c'est bien beau, on va nous parler de croissance économique. Moi, sur ce plateau, je dis toujours, parlons de croissance économique, c'est une bien belle chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'IDH, l'indice de développement humain des populations. Voilà encore un produit sur lequel on va se dire, oui, il nous rapporte des recettes d'exportation. Ces recettes d'exportation-là, je le répète encore une fois, c'est que quand on a ces recettes d'exportation-là, l'argent qui est consacré à l'EVA va rapporter, si vous voulez, des recettes extérieures. Mais maintenant, ces recettes extérieures-là sont automatiquement dépensées pour les produits de première nécessité dont ont besoin nos populations, à savoir du riz, à savoir du sel, ainsi de suite. Alors que ces choses-là peuvent être produites sur place. Au lieu de mettre, comment dirais-je, l'accent sur les produits d'exportation, essayons de mettre l'accent sur des produits qui servent directement aux populations. Parce que pour moi, ça rime à quoi? C'est servir les firmes multinationales, si vous voulez, c'est-à-dire en termes de profit, c'est-à-dire c'est pouvoir, comment dirais-je, agrandir la part, grossir la part, si vous voulez, que retirent les investisseurs extérieurs qui viennent en Côte d'Ivoire. Mais quelles sont les retombées réelles par rapport à la population ivoirienne en tant que telle? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas tout simplement qu'on nous dise que oui, vous voyez, la Côte d'Ivoire a 9% de croissance, 10% de croissance. Mais quelles sont les retombées par rapport aux populations? Donc ce sont des stratégies, de mon point de vue, qui ne sont pas des stratégies efficientes, tout simplement. Pourquoi? Allons-y sur les produits agricoles qui servent à la population ivoirienne, qui vont permettre à l'État de baisser la contrainte extérieure vis-à-vis des produits alimentaires. Je le répète encore une fois, tous les pays africains ont des balances commerciales à ce niveau-là qui sont déficitaires. Tout simplement pourquoi? Parce que par rapport à ce qui se passe sur le marché, et toutes les économies subissent aussi des fluctuations internationales, si vous voulez, de ces matières premières-là, alors que quand c'est fait en interne, déjà, on est à l'abri, si vous voulez, de ces influences, des fluctuations des prix-là au niveau international. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour, 20% des liquidités en circulation au Nigeria sont de la fausse monnaie. D'après l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, ces fausses liquidités en circulation ne sont pas prises en compte par les politiques monétaires du pays et leur taux d'intérêt pourrait prolonger la récession. Docteur Ouzibé, que vous inspire ce chiffre? Alors, c'est un chiffre un peu qui donne le tournis, si on peut dire. Et dans la mesure où déjà le Nigeria c'est un grand pays en Afrique, plus de 175 millions d'habitants, qui avoisine les 200 millions. Alors on va juste prendre la réaction de M. Abakar Assilek Alata sur ce chiffre. Bon, comme il a dit, hein, c'est effrayant, et il faut nécessairement pouvoir cerner. C'est-à-dire que la récession, ça va, et je pense que à ça, il faut nécessairement que le gouvernement, l'État doit prendre les choses en main pour ne pas que demain l'économie chutera par rapport à cette fausse monnaie. Moi, Jean-Marie, comment expliquer que ce soit le Nigeria qui soit autant touché par ce problème de fausse monnaie, de fausse liquidité? C'est toujours la problématique centrale de la plupart des États africains, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand nous construisons notre croissance, je dis toujours sur ce plateau, une croissance ne se décrète pas, elle se construit. Si vous construisez une croissance sur des bases qui sont des bases fragiles, ça voudrait dire qu'à un certain moment, l'économie, si vous voulez, le retour, si vous voulez, des conséquences seraient graves pour la population. Dès l'instant que vous vous asseyez, le développement économique, la politique financière, la politique budgétaire d'un État repose, c'est-à-dire ce sont des deux mamelles pour pouvoir diriger un État en tant que tel. Et si vous avez déjà la fausse monnaie qui est là, qui circule, l'économie a beau avoir des performances, ces performances-là ne sont que des performances qui sont des performances temporaires. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait, nous-mêmes, nous ne nous rendons pas service en tant que tel. Il est vrai que d'autres me diront que économiquement, par rapport à la politique financière, ça permet de desserrer les craintes extérieures et tout ce qui s'ensuit, en termes de convertibilité entre les monnaies et tout ce qui s'ensuit, mais au fond, l'économie va reposer sur des bases qui sont très très fragiles.
Docteur Ouzibé, c'est énorme, 20%. C'est énorme. Pourquoi? Parce que avoir une fausse monnaie à la taille de 20% dans une économie, ça veut dire que le reste de la monnaie, on l'estime à 80%. Et cela pose réellement problème. Donc, je reviens sur le cas du Nigeria. Le Nigeria est un grand pays en Afrique. Ça produit du pétrole, ça produit d'autres matières premières. Mais il se trouve que le comportement, même au niveau de certaines institutions extérieures qui viennent dans ce pays pour pouvoir booster l'économie, crée cette condition de fausse monnaie. Je m'explique pourquoi. On a vu dans le delta du Nigeria, à une époque, pour des raisons d'exploitation du pétrole, la population était très appauvrie. Donc il fallait couper ou bien, je ne sais pas, détruire les pipelines, siphonner le pétrole et le vendre autrement. Donc, si les gens ont une autre source de revenus, c'est-à-dire en créant de la fausse monnaie, pourquoi pas? D'autant plus que la monnaie nigériane, le naira, elle appartient à la Banque centrale du Nigeria. Ce n'est pas une monnaie partagée par d'autres États. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré au Tchad. Docteur Ousmane Ouzibé, merci d'avoir été avec nous. Je signale votre dernier ouvrage, L'impasse du processus démocratique en Afrique noire francophone, le cas du Tchad. Voilà, donc c'est votre dernier ouvrage. Effectivement, publié aux éditions L'Harmattan. Abakar Assilek Alata, merci également d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et Jean-Marie, merci d'avoir été là. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.